Donc on va donc reprendre notre séance qui consistait un peu à revenir sur les fonctions de l'entreprise. Je pense qu'on va récapituler ça un peu plus tard. Mais avançons un peu sur la classification des entreprises. Alors, c'est bon également à votre niveau de savoir classifier votre entreprise en fonction soit du secteur d'activité ou de l'activité en tant que telle, ou tout simplement en fonction de l'importance numérique, ici bien sûr en termes de chiffre d'affaires, ou en termes d'effectifs, d'effectifs salariés, où vous avez la possibilité de classifier votre entreprise en fonction quand même de son statut juridique. Le statut juridique ici, ce n'est rien d'autre que la reconnaissance de votre entreprise en termes d'entreprise individuelle, en termes de société à responsabilité limitée, ou tout simplement lorsque vous envisagez de créer un GIE ou une ONG. Alors, donc bien retenir que pour une entreprise, on peut avoir plusieurs critères de classification. Et l'objectif, c'est de pouvoir classer votre entreprise en fonction quand même de ces critères-là. Parce que dans la première étude de cas, nous allons un peu demander à tout un chacun de classer son entreprise en fonction de ces critères-là. Okay? Donc nous aurons une demi-heure ou même 20 minutes pour pouvoir parcourir ce point-là. OK? Alors, lorsque on adopte la classification selon l'activité, c'est-à-dire selon l'activité de l'entreprise, on considère qu'il y a trois types d'entreprises. Il y a des entreprises qu'on va appeler des entreprises de distribution, il y a des entreprises de production et il y a des entreprises de services. Chacun va se reconnaître dans cette classification. Alors, pour les entreprises de distribution, c'est des entreprises qui achètent des biens en vue de les revendre sans les transformer, du moins, oui, c'est ce que j'ai voulu dire. On va corriger là-bas, sans les transformer. OK? Donc, on ne les transforme pas. C'est-à-dire, ici, vous achetez des marchandises pour pouvoir revendre rapidement les marchandises. OK? Donc, vous ne transformez pas. OK? Ce qu'on appelle ici les entreprises de distribution. Et c'est quand même intéressant comme type d'entreprise parce que vous ne supportez pas souvent ce qu'on appelle l'outil de production. L'outil de production qui est souvent cher pour démarrer un investissement. L'avantage des entreprises de distribution, c'est que les besoins de financement sont moins importants. Vous êtes d'accord? Parce que ici, l'appareil de production ici n'est pas demandé dans la plupart des cas. L'autre catégorie d'entreprises, c'est les entreprises de production. On en a parlé beaucoup ce matin, la fonction de production. Ici, l'objectif, c'est de fabriquer des produits finis à partir de matières premières. Alors, il faut savoir qu'en termes d'expression des besoins d'investissement, c'est le volet qui va vous prendre beaucoup, quand même plus de ressources. Quand vous envisagez d'avoir une entreprise de production, il faut savoir que les besoins d'investissement seront beaucoup plus importants. Pour la simple raison que vous aurez droit à un équipage, en termes de matériel d'exploitation, en termes d'outils de production, en termes également de compétences même qui vont utiliser ces machines de production. Alors, la troisième catégorie, c'est des entreprises de services. Alors, c'est des entreprises qui exercent souvent dans le domaine du transport. Au Sénégal, je pense que c'est un secteur qui... le domaine du service, c'est un domaine qui est très prisé. Les banques font également partie des entreprises de services. Les assurances, l'hôtellerie, l'éducation. Donc, vous voyez que donc, on a classifié en fonction quand même de l'activité. Mais rien n'empêche pour une entreprise d'être à la fois une entreprise de production, une entreprise de distribution et une entreprise de service. Ça va vous faire plus de portefeuille d'activité, mais ça va également impacter dans la capacité d'investissement. OK? Donc rien n'empêche à une entreprise d'avoir quand même
en fait, un portefeuille d'activités composé de ces trois natures. OK? Maintenant, chacun va se retrouver dans la nature d'activité qu'il va développer. OK? Donc, je peux continuer? Alors, la deuxième classification, si vous voulez poser des questions, il faut rebondir. Hein. C'est la classification selon le secteur. Alors, qui ne se départit pas trop de la première, sauf que ici, on classe suivant ce qu'on appelle les macro-secteurs. C'est-à-dire, on essaie de voir quel est le classement qu'on peut faire de chaque entreprise en fonction de son secteur. Le secteur ici, c'est un ensemble d'entreprises exerçant une même activité principale. Alors, il faut retenir qu'on va beaucoup vous poser des questions sur votre secteur. Devant le banquier, il va s'intéresser au secteur parce que lui, dans sa compréhension, lorsque le secteur va, l'entreprise ira dans le même sens. Alors, et pour cela, on distingue trois secteurs, ce qu'on appelle le secteur primaire, ce qu'on appelle le secteur secondaire, et il y a ce qu'on appelle le secteur tertiaire. Alors, quelle est la différence entre ces trois secteurs-là? Le secteur primaire, c'est un secteur où on ne transforme que des ressources naturelles. C'est le cas de l'élevage, c'est le cas de la pêche, c'est le cas également de l'agriculture, etc. Donc ici, on fait une exploitation quand même des ressources naturelles. Alors, il faut savoir qu'au Sénégal, ce secteur-là est un secteur qui est très important parce que c'est le moteur de la croissance. D'accord, ça fait employer plus de 70% de la population, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est un secteur également qui mérite d'être soutenu. Mérite d'être soutenu parce que, pour la simple raison que ce secteur-là a beaucoup de problèmes d'accès au financement. Donc ne soyez pas étonnés que devant le banquier, il va vous demander votre entreprise évolue dans quel secteur d'activité. Et si c'est le secteur primaire, il va essayer quand même de vous soutirer beaucoup d'informations sur comment se comporte le secteur, est-ce que vous êtes dans l'agriculture, dans l'aviculture, dans la pêche, etc. Vous savez, c'est des secteurs où les recherches de financement seront plus difficiles. Je le dis tout de suite là. Vous êtes d'accord? C'est des secteurs également où l'activité est saisonnière. Si c'est la pêche, c'est par saison ou parce qu'il faut que la mer soit gentille. Si elle n'est pas gentille, donc il serait difficile d'avoir des recettes en termes de poissons. Si c'est l'agriculture, c'est la même chose. Si c'est également l'élevage, c'est le même cas. Donc c'est des secteurs où il faut veiller, en tout cas, à convaincre davantage le banquier sur le fait que votre rentabilité ne sera pas trop affectée par la saisonnalité. Parce que dès l'instant où c'est la saisonnalité, le banquier va vous ranger sur les crédits campagne. Vous savez, les crédits campagne, c'est des crédits qui sont indexés durant la période où, n'est-ce pas, la campagne existe. Donc, si c'est une campagne de 6 mois, l'institution de microfinance ou le bailleur aura tendance à vous prêter de l'argent que sur la période de 6 mois. Maintenant, vous allez rembourser in fine. Le remboursement in fine, c'est qu'à la fin de la saison, c'est là où vous allez rembourser tout. Mais tant qu'il y a la campagne, premier mois, deuxième mois, troisième, vous ne payez pas. Mais dès la fin de la campagne, là donc, vous commencez à rembourser parce que vous commencez à encaisser de l'argent. Alors, ça peut être des crédits assez intéressants, mais il faut savoir que c'est des crédits qui sont assez risqués. Parce que dès l'instant où la campagne ne marche pas, vous aurez du mal à rembourser. Donc, il faut bien analyser votre secteur, n'est-ce pas, primaire. Et pour les gens qui viennent de nous rejoindre, c'est un secteur où, n'est-ce pas, il y a une exploitation, une transformation exclusive des ressources naturelles telles que les ressources de la pêche, de l'agriculture ou de l'élevage. Le deuxième secteur, c'est le secteur secondaire. Alors, le secteur secondaire, c'est un secteur qui est marqué par une transformation, par contre, de tout ce qui est matière première. C'est le domaine de l'industrie agroalimentaire. Les industries, je sais qu'il y a plusieurs unités ici qui veulent intervenir dans la transformation agroalimentaire. Est-ce qu'il y en a ici? Agroalimentaire. Sachez que vous serez dans le secteur secondaire si vous avez
bien sûr une finalité de transformation des matières premières en produits, n'est-ce pas, finis. OK? Ici, on n'est plus dans l'étape de la transformation des ressources naturelles, mais ici, on est dans l'étape de la transformation des matières premières. OK? Le secteur tertiaire, c'est un secteur qui est plus sophistiqué. C'est le secteur des transports, des services, c'est là où on retrouve les banques, c'est les TIC également, les technologies de l'information. Alors, il faut savoir que les deux derniers secteurs, dans la deuxième phase du plan Sénégal émergent, c'est des secteurs qui sont très suivis. Le secteur secondaire et le secteur tertiaire. C'est des secteurs prioritaires qui sont considérés comme des leviers quand même de l'émergence économique. OK? Alors, toutes ces données-là, par rapport au secteur, vous pouvez les avoir également au niveau des notes de conjoncture de l'Agence nationale de la statistique, également l'ADP qui fournit beaucoup quand même de statistiques dans ce domaine. OK? Oui? Bon, j'aimerais demander, concernant les industries extractives, Oui? on peut le classer dans quel secteur? Alors, les industries extractives, c'est des industries qu'on va placer dans le secteur secondaire. Secondaire, OK? OK? Secondaire. Donc, il faut bien veiller à savoir l'activité, n'est-ce pas, que vous exploitez par rapport à son secteur. Parce que le banquier ne veut pas que vous vous trompez quand même de ça. Hein? Parce que c'est sur la base de ça qu'il va mener une étude financière sectorielle. Okay? Parce que si vous voulez dire que vous êtes dans le secteur secondaire alors que vous êtes dans le secteur primaire, ouais, l'analyse va changer. Parce que, oui. Où allez-vous placer le secteur formel? Oh là là, dans tous les secteurs. Vous savez, il n'y a pas de secteur informel. Il y a une économie informelle. C'est ça. Parce que vous retrouvez le secteur informel dans les trois secteurs. Vous êtes d'accord? Il y a plus une économie informelle. Puisque vous retrouvez le secteur informel aussi bien dans le secteur primaire, dans le secteur secondaire et dans le secteur tertiaire. Maintenant, le problème c'est que il y a plus quand même d'activités informelles dans le secteur tertiaire, par exemple, dans le secteur du transport et du commerce, parce que le commerce il prédomine dans le secteur tertiaire. Il y a quand même une prédominance du commerce. Et on sait que le commerce au Sénégal, c'est un secteur où l'activité est très... Moi, j'ai vu un bailleur qui maintenant, qui ne veut plus financer les activités du commerce. Vous savez la raison? Pourquoi? Surtout quand vous voulez voyager, les femmes d'affaires, les hommes d'affaires qui veulent acheter des marchandises ailleurs. Pourquoi? Et il a des raisons. C'est un bailleur public, je n'ai pas dit son nom. Mais c'est un bailleur public qui ne veut plus financer, donc faites attention. Si vous êtes dans le secteur du commerce, il faut savoir que... Je dis non parce que la création des richesses durables et partagées qui permet le développement d'une nation dans les premiers secteurs, à savoir primaire et secondaire. Très bien. Et ce qui manque aujourd'hui à l'Afrique, c'est la transformation des matières matières premières et la production. Et si nous parvenons à transformer nos ressources en créant des produits dérivés, c'est à partir de là que nous pouvons créer des richesses partagées. Absolument. Ouais. Et tous les développements endogènes dans d'autres pays, c'est ça. Ouais. On se base sur le secteur primaire et sur le secteur secondaire. Le secteur tertiaire, c'est malheureusement, il faut le dire, c'est un secteur où il y a plus une redistribution des richesses vers l'extérieur. Suivez mon regard, mais c'est le secteur des banques, c'est le secteur des assurances, c'est le secteur également du transport. Et c'est des secteurs où c'est des En fait, c'est vraiment des grandes entreprises, n'est-ce pas, qui prédominent et qui ont tendance quand même à... Donc, si on veut vraiment parler de développement endogène, c'est dans le secteur primaire et dans le secteur secondaire. Par contre, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire les TIC. Hein. Si c'est une start-up en TIC, ça peut être important. L'essentiel, c'est de dégager une valeur ajoutée, comme on dit tout à l'heure. Oui, je dis qu'en Afrique, nous passons du secteur primaire au secteur tertiaire. On saute le secteur secondaire. Oui. Par défaut des entreprises de transformation. Absolument. Des entreprises agroalimentaires. C'est ça. C'est ça le problème de l'Afrique. Oui, absolument. Bon, je pense que vous l'avez compris, non? Je sais que certains d'entre
vous ont quand même cette ingéniosité de vouloir non seulement faire la transition entre le primaire et le secondaire, mais également aller même dans le tertiaire. Je pense que c'est la raison d'être quand même de ce programme, c'est-à-dire essayer de soutenir toutes les initiatives en matière de transformation structurelle de l'économie sénégalaise. Alors, je vais vous dire pourquoi le bailleur ne veut pas financer le secteur du commerce, surtout le secteur du commerce international, parce qu'il pense que si je finance un homme d'affaires qui va acheter des marchandises en Chine, etc., on va donc plus créer ce qu'on appelle une fuite des capitaux. C'est comme bonjour. Alors que tuer également l'entreprise nationale. Vous voyez un peu? Je ne vais pas vous dire ça, le nom de ce bailleur-là, mais vous allez... Hein, je vais vous souffler ça en bas lorsqu'il n'y aura plus de caméras, pour ne pas que vous soyez trompés. Donc, le secteur du commerce n'est pas dans sa ligne de financement. Donc, parce qu'il a raison, parce que c'est des fonds publics, il ne peut pas prendre des fonds publics, les donner à un commerçant qui va en Chine, à Dubaï, pour acheter des marchandises et laisser quand même les produits locaux. C'est très logique, hein? Donc, il faut savoir que ça aussi, c'est quand même des réalités qui existent dans notre économie. OK? Alors, selon maintenant l'importance, alors ici, je pense que chacun va se retrouver dans cette classification aussi. Alors, vous voyez qu'il y a 3 types de PME selon la taille, selon l'importance et selon la taille. Hein. Alors, moi, j'ai utilisé juste ici le critère effectif, mais rien ne vous empêche également de combiner ça avec le chiffre d'affaires. Hein. Alors, nous distinguons les petites entreprises qui emploient entre 1 et 20 personnes. Je pense que c'est... je me suis basé sur la loi d'orientation qui est en vigueur, hein, n'est-ce pas, au Sénégal, et qui fait la répartition de l'effectif en fonction quand même des tailles. Je pense que la plupart d'entre vous se retrouvent ici, non? Oui. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont... hein? Non? Il faut me dire, hein? Est-ce qu'il y a des grands chefs d'entreprise ici qui sortent du lot, là? Hein? Dans le futur, d'accord. Donc, c'est les moyennes entreprises alors, employant entre 21 à 250 personnes, ce qu'on appelle les moyennes entreprises. Okay? C'est ce cas également qu'on retrouve dans 80% des cas au Sénégal. OK? Alors, c'est des entreprises dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 5 milliards, par contre. 5 milliards. 5 milliards. Ouais. C'est ce que vous avez comme... C'est la plupart de ces entreprises-là, ce qu'on appelle les petites et moyennes entreprises. OK? Petites et moyennes entreprises, c'est les deux. OK? Voilà, l'ensemble. OK? 5 milliards. Inférieur à 5 milliards chiffre d'affaires annuel. Alors que le dernier cas, c'est les grandes entreprises, avec plus de 250 employés. Alors, eux, ils ont quand même, elles, un chiffre d'affaires qui dépasse 5 milliards l'année. 5 milliards. Ça peut être 10 milliards, 20 milliards, etc. Alors, c'est le cas des multinationales. Hein. OK? Voilà. Mais il faut savoir que dans la catégorisation, il faut bien savoir ce que vous aurez à dire aux banquiers. Ne pas dire que vous êtes moyenne entreprise alors que vous êtes dans le premier lot. Alors que, voilà, il faut bien stratifier ça. OK? Voilà. Mais c'est bien déjà le développement de la petite à la moyenne. Je pense que c'est une bonne transition pour vous. Mais dès l'instant où vous dépassez 21, vous êtes après 20, donc vous ne pouvez plus considérer comme une petite entreprise. Vous êtes une moyenne entreprise. OK? Oui, allez-y, oui. Ah. Hein? Alors, c'est vraiment des chiffres d'affaires qui ne sont pas... en fait, on n'a pas donné d'intervalle, mais je pense que c'est 500 millions. 500 millions l'année, inférieur, bien avant, bien en deçà de 100 années, pas de l'année. OK? On ne parle pas de milliards ici, mais de millions. Sachez que lorsqu'on est petit, on parle de millions et pas de milliards. Oui. Est-ce qu'il y a une différence entre une start-up et une petite entreprise? Alors, une start-up, c'est une définition un peu anglo-saxonne. Hein?
parce que dans la définition de la start-up est une petite et moyenne entreprise, une PME. Mais dans la définition de la start-up, c'est une entreprise qui peut être de taille moyenne, souvent, ok, mais qui a souvent un potentiel de développement. Ok, mais sauf qu'elle vient de démarrer et elle a besoin d'être soutenue. C'est un terme vraiment anglo-saxon, hein, mais qui ne dit pas forcément petite entreprise. C'est une petite et moyenne entreprise, mais qui vient de démarrer, qui a besoin d'être soutenue, qui a besoin quand même d'avoir plus de visibilité sur son futur prochain. Ok? Voilà, ce que vous voyez, les startups, surtout dans le domaine de l'innovation, c'est des entreprises qui peuvent employer un effectif modeste, mais qui vont faire beaucoup attention parce que comme ils viennent d'arriver dans le marché, il faut qu'ils prouvent déjà. Ok? Donc une start-up peut être petite et moyenne entreprise et pas forcément petite entreprise. Ok? Voilà. Vous avez beaucoup de start-up au Sénégal qui évoluent dans le domaine de l'innovation. Hein. Et ça aussi, je pense que vous devez réussir ce pari. Le pari de mettre en place une start-up, de dépasser la phase de start-up. Parce que start-up, ça veut rien dire, n'est-ce pas, avoir les pieds, n'est-ce pas, d'agile, hein, mais qui vont... Demain, vous pouvez peut-être avoir plus de potentialité de développement. Ok? C'est un terme anglo-saxon. Ok? Très bien. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, maintenant, selon le statut juridique, on va finir par ça, avant de voir... Alors, il faut savoir que l'entreprise peut... Alors, quand on parle de statut juridique, c'est votre carte d'identité pour l'entreprise. OK. Chaque entreprise doit avoir une carte d'identité nationale, hein, on va dire comme ça, à travers quoi? Le registre de commerce ou le NINE, hein, OK? Et on distingue les entreprises individuelles qui appartiennent. Et je sais que 90% des gens ici sont... C'est une option que vous avez là. Hein? Non? Avis contraire ou... Je sais que c'est quand même... Les gens ont un grand penchant sur ça. Est-ce que je peux avoir 2 ou 3 idées pourquoi les gens s'intéressent à ça et pas aux autres formes? On va revenir sur les autres formes. Pourquoi les gens ont tendance à avoir plus les entreprises individuelles? Moi, je pense que, monsieur, c'est pour la prise de décision, en fait, au niveau de l'entreprise aussi. Prise de décision, célérité ou Oui. le fait de prendre les décisions tout seul? Il faut dire là. Hein? En fait, si tu crées une entreprise individuelle, je pense que tu as suffisamment aussi De marge de manœuvre. Oui. Est-ce que ce n'est pas lié par les circonstances? Oui. Hein? Bah, je ne suis pas tellement d'accord avec vous. Hein. C'est-à-dire la prise de décision, elle peut être partagée. Oui, allez. Moi aussi, je le rejoins sur son idée. La prise de décision. Comme par exemple, s'il y a deux entrepreneurs, comme par exemple, on prend qu'il y a deux personnes qui ont l'idée de créer une entreprise. Peut-être qu'ils ont le même niveau. C'est-à-dire dans la prise de décision, il y aura peut-être un problème qui va diriger l'autre. L'autre aspect, c'est si maintenant l'entreprise commence à gagner quelque chose. Donc déjà aussi, il y a un souci de problème. Est-ce que vous avez pensé aux avantages? Maintenant, je vous repose la question. Et quels sont les inconvénients d'être un entrepreneur individuel? Et ben, va répondre, non? Et vous? Hein? Non, on est en train de peser dans la balance. Hein. Voyez un peu les avantages et les inconvénients. Parce qu'il y a beaucoup d'avantages. Ça crée la souplesse, la célérité dans le traitement quand même des décisions. Mais il faut savoir qu'il ne faut pas être trop scotché sur quand même une gestion individuelle. Ça peut également être source quand même d'inconvénients. Je le dis, hein, il faut peser dans la balance. Hein. Je pense qu'il ne faut pas trop... Et savoir partager quand même les rôles. Hein? On peut, comme par exemple, si on a vu, excusez-moi, on a vu le cas des GIE. Vous voyez un peu le GIE? Ça marche, hein, les GIE de femmes. Je sais que les dames sont
sont très enclins, n'est-ce pas, à aller dans ces GIE, mais voyez le fonctionnement des GIE. Voyez un peu? Monsieur, on dit les GIE, ça arrive bon. Si par exemple il y a un problème, c'est tout le monde qui... Oui, ça c'est la caution solidaire, c'est en matière de crédit. Mais il faut voir la face positive aussi. Il y a des GIE de femmes qui s'activent dans les transformations et je sais que ça marche beaucoup. C'est-à-dire moi, la prise de décision doit être plus une prise de décision collégiale. Et même si vous prenez la décision par vous-même, ça doit être une décision réfléchie. Vous voyez un peu ce que je dis? Alors, je ne vous apprends pas qu'il y a des entrepreneurs individuels qui confondent la trésorerie de l'entreprise avec leur propre sa propre trésorerie. Il y a une facture. Supposons que vous avez une maison, vous décidez d'exploiter votre entreprise dans cette maison-là. Si vous ne prenez garde de ça, vous risquez à la fin du mois, lorsque la facture d'électricité va arriver, au lieu de faire la séparation entre votre consommation individuelle et la consommation de la société, comment vous allez procéder? Donc, c'est des tentations qui font que si vous ne faites pas attention sur votre qualité d'entrepreneur individuel, vous risquez quand même de passer à des règles qui ne sont pas du tout orthodoxes. Je ne dis pas que ce n'est pas la meilleure formule, mais j'attire l'attention sur les inconvénients. Ça peut être une très bonne formule même quand on démarre. Et même c'est la formule qui est fortement recommandée. Mais il ne faut pas quand même en abuser, n'est-ce pas, pour au moins faire des dérives. OK? Aussi, l'autre avantage pour l'entreprise individuelle, la motivation. Par exemple, la motivation de quoi? Ça arrive on a un objectif de fabriquer ceci. La motivation peut différer. Oui, l'engagement pour aller jusqu'au bout. Oui. D'accord. Ça peut aussi créer des problèmes. D'accord. Hein? Ah oui, il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord. Et moi, je donne passer le micro parce que on est sur des points assez importants. Hein? Ici, quand il parle de motivation et d'engagement, quand on est dans un truc individuel, on a tendance à dire, supposons qu'on peut laisser ça à demain ou les risques, on peut dire que si on a moins de risques, on peut aussi faire moins d'efforts. Alors que si on a un but collectif, sociétaire, on est tenu à des engagements qu'on doit respecter. Et c'est un contre-courant aussi. Vous voyez un peu? C'est-à-dire votre nom c'est comment? Diata. Donc vous ne pensez pas ouvrir votre capital un jour à des actionnaires ou des associés? Ayez cet esprit d'ouverture. Vous voyez un peu? C'est-à-dire vous pouvez commencer par créer une entreprise individuelle, mais il faut toujours être dans la posture que demain, le marché peut évoluer, mon environnement peut évoluer et je suis obligé quand même de recourir, n'est-ce pas, à une expertise externe. Et l'expertise externe, ce n'est pas de venir prendre, n'est-ce pas, des parts sociales, mais une expertise peut même venir vous conseiller, n'est-ce pas, par rapport à votre entreprise. OK? Et donc, le réflexe de l'entrepreneur individuel, c'est le fait de se dire que toujours, mon idée, peut-être c'est la bonne, mais je vais prendre toujours la décision avec toute la collégialité. C'est ça qui permet quand même de pouvoir embarquer l'entreprise dans un même bateau. OK, oui. Allez-y. Monsieur, concernant ce que vous disiez tout à l'heure, est-ce que réellement il y a une dichotomie entre notre bien et les biens de l'entreprise lorsqu'on est dans une entreprise individuelle? Je m'explique. Oui. Par exemple, en cas, je dirais de financement. En cas de financement, on va vous demander de notre des hypothèques entreprise, oui, c'est c'est ça le danger aussi de l'entreprise individuelle. Donc là-bas, il n'y aura pas une distinction exacte entre. Et je vous dis, c'est exactement ce que vous dites. C'est-à-dire, ici, la responsabilité de l'entrepreneur est indéfinie. Indéfinie. C'est-à-dire, comme il l'a dit, il l'a précisé, quand le banquier vous prête et que vous ne payez pas, on saisit vos biens individuels. Et pourtant, vous avez pris un crédit pour l'entreprise. Vous voyez un peu le danger? Si vous empruntez au nom de l'entreprise et que vous ne pouvez pas rembourser un jour, l'entreprise, la banque est non seulement
capables de saisir les biens de l'entreprise, mais aussi vos biens. Donc, il y a une responsabilité illimitée quand vous êtes entrepreneur individuel. OK? Oui. Non, le SARL, c'est limité, n'est-ce pas, à vos actions. À vos actions, c'est-à-dire c'est différent. Si vous avez 10% d'actions, vous êtes 10%, vous avez 10% de responsabilité. Ce n'est pas la même chose quand on est 100% actionnaire. Vous voyez un peu le danger? Le danger, c'est ça. On a tous vu des cas, mais on ne va pas les citer, mais des cas qui sont frappants. Parce que vous avez une entreprise individuelle. C'est une lourde responsabilité. Donc, ne pensez pas que quand on a une entreprise individuelle, on peut se permettre de faire n'importe quoi. Vous pouvez vous permettre de faire n'importe quoi, mais quand ça va de l'autre côté, vous engagez votre responsabilité de façon illimitée. OK? Monsieur? Oui. Parmi, Oui. encore, pour toujours les avantages, est-ce qu'on peut dire que pour les papiers, juridiquement parlant, Oui. est-ce qu'il est plus facile de régler les problèmes de papier pour Pour une une entreprise individuelle, vous allez à la chambre de commerce, à l'APEX, avec le registre de commerce et le NENEA. Je pense que même le forfait, c'est 100 000 francs, non? Voilà, 100 000 francs, vous réglez ça. Je pense qu'il y a un module qui va revenir sur ça pour vous. Les formalités administratives sont plus allégées. Allégées à la chambre de commerce ou dans le guichet unique de l'APEX, on vous fait quand même les papiers, n'est-ce pas? Maintenant, à la base, il faut naturellement avoir le registre de commerce et le NENEA. OK? Donc, c'est les deux éléments. Ils vont vous demander également un certain nombre d'informations sur vous qui crée l'entreprise. Est-ce qu'il a un casier judiciaire vierge ou non? Parce qu'il ne faut pas que l'entrepreneur soit... et des antécédents avec la justice, etc. Vous voyez un peu? C'est ces aspects-là. Mais les formalités sont beaucoup plus souples et allégées. Oui? Pour une entreprise individuelle et de forme, c'est l'entrepreneur qui va décider du salaire qu'il a. Bonne question également. Hein. Bon, normalement, c'est comme il est... alors, il y a deux choses ici. Il peut se considérer comme salarié. Oui, il peut se considérer comme un salarié de l'entreprise. Et dans ce cas, il doit fixer quand même un montant de salaire en fonction de ce qu'on appelle la convention collective du commerce. OK? Maintenant, il peut également, au-delà de son salaire, avoir ce qu'on appelle une rémunération sur la base de ses actions. Maintenant, le problème qui se pose maintenant, c'est qui va définir son salaire. Si vous êtes actionnaire à 100%, vous voyez un peu le danger? Souvent, le problème qui se pose, c'est que vous pouvez voir un entrepreneur individuel qui va se donner des largesses parce qu'il n'y a pas un conseil d'administration ou il n'y a pas quand même un organe qui peut attirer son attention sur ça. Et vous savez, quand on se sert, on est mieux servi. Non? On n'est pas d'accord? En se servant, on est mieux servi. Maintenant, tout dépend également de ce que l'entrepreneur quand même entend faire de son entreprise. Parce que si vous voulez que votre entreprise ne puisse pas avoir des difficultés, et ça je le dis pour tout le monde, hein, évitez de prendre des largesses lors de la première année de fonctionnement et deuxième année de fonctionnement de votre entreprise. C'est un sacrifice immense à faire lors du démarrage. OK? Quand on a mis en place son projet, on doit être le premier à être dans le sacrifice. On doit être le dernier à être payé. On doit être le dernier à être rémunéré. C'est ça. Parce que sinon, vous allez faire supporter à votre projet des charges qui sont inopportunes. Ok, ça aussi, il faut le savoir. Ne soyez pas dans cette dynamique de bureaucratie, mais il faut savoir que vous avez mis en place un projet, vous avez des objectifs, et n'hésitez pas à renoncer au départ même à la rémunération. Le fait même de pouvoir faire souffler votre trésorerie. Parce que ce qui va peser sur votre trésorerie, c'est surtout les charges d'exploitation. Les salaires, l'achat de matières premières, le paiement quand même de l'électricité, de l'eau, etc. Et ne prenez pas trop de largesse aussi. Si vous pouvez utiliser un véhicule que vous avez avant, il faut le faire. Ne soyez pas dans cette dynamique de dire il faut que je montre que je suis maintenant le dirigeant de cette entreprise.
En tout cas, tous les cas qui sont dans cette dynamique tombent, n'est-ce pas, dans la défaillance. Il faut avoir une humilité financière qui vous permet de pouvoir piloter votre projet, même, même avec une certaine austérité. C'est ça, un blanc. Bon, vous avez des cas un peu dans les pays développés. Quand on vous montre le chef d'entreprise avec son jean, une casquette qui travaille avec les employeurs, vous allez dire que non, ce n'est pas le chef d'entreprise. Mais le problème de l'Afrique, c'est qu'on veut toujours montrer que c'est ça aussi le problème. Il faut avoir cette humilité administrative et financière qui font que vous ne devez pas gaspiller vos ressources. Parce qu'après tout, ça risque de se retomber sur vous. La responsabilité est illimitée quand vous avez une entreprise individuelle. Encore une fois. Oui. Je disais, comment on met en place le conseil d'administration? C'est le DG qui le met en place ou bien... Oui, en fait, les bonnes règles, même en gestion, exigent ça. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas avoir une direction sans pour autant qu'il y ait un contrôle. On peut l'appeler le comité de surveillance, le comité d'administration. Et souvent, ce qui se passe, c'est que c'est les bonnes règles même d'audit et de contrôle qui vous l'exigent, et de transparence financière. Maintenant, il faudrait nécessairement, dans l'organigramme qu'on prévoit, au-delà de la direction, qu'on prévoit quand même un organe délibérant. Alors, dans cet organe délibérant, il faut faire tout pour qu'il y ait au moins le directeur qui va être le PDG, le président du conseil du comité. Il faut avoir également des commissaires aux comptes, ou même un commissaire aux comptes. Il faut avoir également la représentation des salariés. C'est important. Et souvent même, il peut arriver que l'État puisse déléguer au moins quelqu'un, si c'est une entreprise qui est dans le public ou dans le parapublic. Mais lorsque vous êtes une entreprise individuelle, il y a vous, il y a également les salariés, il y a également les commissaires aux comptes. Et si vous pouvez même coopter d'autres personnes de source, n'est-ce pas, qui peuvent permettre d'avoir des orientations. Mais le problème des conseils d'orientation, lorsque vous êtes une entreprise individuelle, souvent c'est le PDG qui oriente un peu les... Vous voyez un peu le danger? On est président, on est directeur général. Donc on peut se... C'est ça. C'est le cas de la plupart de beaucoup d'entreprises individuelles, c'est ça. Allez-y. Bonjour. Oui. Monsieur, oui. Savoir quelle est la différence entre une société unipersonnelle à responsabilité limitée et une entreprise individuelle? La différence, c'est que vous l'avez dit, une personne à responsabilité limitée, c'est-à-dire ici, c'est limité, n'est-ce pas? C'est une société individuelle, mais ici, les responsabilités, n'est-ce pas, de l'entrepreneur sont limitées, n'est-ce pas, encadrées, en fonction quand même de ses responsabilités et en fonction de ce qu'il a comme part au niveau de l'entreprise. Alors que si on parle d'entreprise individuelle, ça veut dire qu'ici, la responsabilité est illimitée, 100%. Quand il y a un problème avec les organes financiers, c'est cette personne-là qui va répondre solidairement et de façon illimitée. Alors que dans une société à responsabilité unipersonnelle, c'est-à-dire ici, la responsabilité est limitée en fonction des responsabilités, mais également selon quand même un certain nombre de critères liés même à l'actionnariat. Parce que dans une société à responsabilité unipersonnelle, on peut avoir peut-être même l'entrepreneur qui est à 90%, mais les autres sont à 10%. Vous voyez un peu? Voilà. Alors que là, c'est 100%. Alors, on continue là. Alors maintenant, au-delà des entreprises individuelles, alors je vois que c'est un cas quand même, 90% des gens sont dans ça, hein? Non? Oui. Oui, 100% même. 100%. Alors les entreprises sociétaires qui appartiennent à un groupe de personnes. Alors j'ai oublié ici de mettre même les GIE. Les GIE peuvent être classés comme oui. Hein? Je vous conseille dans un premier temps d'avoir une entreprise individuelle, mais je suis en train de vous mettre des garde-fous, quoi. Vous voyez un peu? Des garde-fous. C'est-à-dire qu'il ne faut pas quand même avoir cette gestion un peu solitaire qui rend fou. Vous voyez un peu? Il faut avoir justement l'entreprise individuelle parce que vous avez conçu une idée, vous avez conçu un projet, vous connaissez la marche de votre entreprise et vous démarrez. Mais il faut savoir que quand vous démarrez, l'entreprise a une phase de développement et de croissance. Et quand ça se développe,
l'entreprise n'appartient plus au père fondateur. Vous voyez un peu? On a vu ici des entreprises, même qui sont familiales, qui ont eu du mal à repartir quand le père fondateur décède, on ne le souhaite pas. Et souvent, c'est le cas, c'est que l'entreprise était trop attachée au père fondateur. Et quand le père fondateur disparaît, les affaires vont disparaître. C'est ce qu'il faut éviter. C'est-à-dire, l'entreprise est une, l'entrepreneur est également une autre personne. Maintenant, un entrepreneur qui a une clairvoyance doit toujours faire la part des choses entre ses propres biens et les biens de l'entreprise. Ça, je le dis, hein, on est en Afrique, hein, où on confond sa trésorerie avec la trésorerie de l'entreprise. Oui. Dans le cadre d'un GIE, donc si au début on est un GIE et qu'on compte plus tard aller vers un statut tel que la SARL, par quel procédé pouvons-nous faire la migration pour quitter GIE vers... Alors, il faut savoir que oui, je ne vous coupe pas, parce que quand vous avez un GIE, le but est non lucratif. C'est-à-dire, c'est comme si vous faites une transition d'une activité non lucrative à une activité commerciale. Déjà, pour le GIE, les formalités de création sont beaucoup plus allégées. Okay, vous ne supportez pas d'impôts, etc. Alors que quand vous passez maintenant à une SARL, c'est-à-dire ici, la première des choses qu'il faut retenir, c'est que ici, le coût de la constitution, les frais de constitution sont assez élevés. OK? Je pense que c'est 1 million, non? 1 million pour les SARL. Oui, 100 000 francs. C'est 100 000 francs, 100 000 francs, 100 000 francs. Les SA, c'est 10 millions. Donc, c'est 100 000 francs. Donc, on est passé de 1 million à 100 000 francs. Ça a toujours un coût. Maintenant, il faut savoir que lorsque vous voulez créer un SARL, là, il faut nécessairement avoir des actionnaires. Hein? Okay? Alors, ces actionnaires-là seront solidairement liés au prorata quand même de leur part d'action qu'ils apportent, n'est-ce pas, à cette société. Donc, première différence, GIE, ce n'est pas une activité lucrative, alors que SARL, c'est une activité lucrative. Deuxième différence, pour la création d'un GIE, c'est plus des taxes à payer, hein, alors que là-bas, c'est 100 000 francs, n'est-ce pas, à constituer comme frais. Deuxième exigence, la SARL est plus contraignante, parce qu'il faut que chaque associé puisse avoir quand même son... Voilà, qu'on puisse avoir le dossier sur chaque actionnaire. Okay? Il faut qu'on signe également les statuts, etc. Et puis qu'on identifie quand même de façon très claire quels sont les gens qui sont derrière la SARL. C'est-à-dire, pour les gens qui seront plus dans... Oui, au notaire, hein, au notaire, ça c'est sûr. Et pour la SARL, la chambre de commerce ne le fait pas. Il faut justement s'entourer d'un notaire. Parce qu'il faut libérer des parts. OK? Il y a un capital souscrit qui sera libéré dans un premier temps et l'autre sera libéré plus tard. Oui? Actuellement, c'était le principal souci avec mon équipe. Donc, parce qu'on dit souvent que Bori conseil d'un badge de foi. Donc, on nous a conseillé au début de répéter le statut de GIE. Mais après, récemment... Je pense qu'il y a un micro qui... Donc, récemment, on nous a un peu dissuadé pour nous orienter un peu vers le statut des SARL. C'est beaucoup plus approprié. Moi, je pense que GIE, c'est limitatif. Et puis, dès l'instant où vous êtes dans une dimension commerciale, il faut éviter le... Parce que le GIE, ça marche lorsqu'on est toujours dans une dimension socio-économique. Le fait d'avoir quand même cette démarche inclusive d'aide entre les membres. Mais dès l'instant où maintenant vous avez plus un souci de rentabilité commerciale, avec une certaine responsabilité quand même des actionnaires, il faut passer au statut de SARL. OK? Maintenant, la transition n'est pas du tout difficile. Il faut peut-être... vous avez combien de membres pour les GIE? 5. Ah, c'est bon. Ces 5 membres-là peuvent être versés, n'est-ce pas, dans la SARL. Alors, la seule différence, c'est que le GIE, pour les formalités administratives, c'était au niveau de la Chambre de commerce ou de l'APIX. Mais lorsque vous voulez créer une SARL, il faut nécessairement s'entourer d'un notaire. OK? Maintenant, la Chambre de commerce ou l'APIX peut vous mettre en rapport avec les notaires hein, pour pouvoir quand même faire la transition. OK? Voilà, très bien. C'est bon? Alors, oui? Bon, tantôt vous avez dit que le GIE a but non lucratif, n'est-ce pas? Oui. Parfois, je vois des GIE qui sont dans le domaine du transport.
par exemple, se constituent. Ils ont par exemple des bus, font de la location. Rapproche un peu le micro s'il vous plaît. Ok, merci. Je dis, ils font du transport. Oui. Et je ne pense pas que le but est non lucratif. Bon, ça c'est ça la déviation, mais à la base, quand vous créez un GIE, c'est une certaine solidarité entre les membres. Et même pour certains GIE, vous avez en fait la catégorie de GIE dont vous parlez, même il y a, je pense, des possibilités de subvention par le CETUD, etc., qui les appuie dans... Parce qu'en réalité, le transport qu'ils font, c'est un transport urbain. C'est-à-dire qu'il y a un aspect économique et social. Maintenant, ce que vous dites, c'est la réalité. Il y a des GIE qui fonctionnent plus comme des entreprises que de vrais GIE. Ça aussi, la loi l'encadre. Parce que si vous dégagez beaucoup de chiffres d'affaires, normalement, on doit avoir quand même un œil sur vous. Ce n'est plus quand même un GIE, parce que le GIE doit contribuer au développement socio-économique de ses membres. Dans la conception des GIE, c'est ça. Maintenant, ce que vous dites là, suivez mon regard, lisez dans les GIE des bus, vous verrez que c'est ça. C'est des manières qui sont derrière, hein, les manières financières. Ça, vous avez parfaitement raison. Et ça, le fisc doit quand même attirer l'attention sur ça et de passer vers la transition. Parce que dès l'instant où on dégage des cash flows très élevés dans le GIE, normalement la mutation doit se faire. On ne peut plus continuer quand même à accepter, parce que sinon c'est une perte fiscale là, c'est élevé. Okay. Oui, et aussi on nous suggère... Et normalement, ces GIE doivent faire même des déclarations fiscales. Okay. C'est ça. Pour les statuts juridiques, en général, on nous suggère d'avoir un SARL, société à responsabilité limitée. Mais je n'arrive pas à savoir les avantages Alors, les avantages, c'est que par rapport à une répartition des responsabilités et du pouvoir, tout à l'heure, on parlait de la concentration du pouvoir lorsqu'on est un entrepreneur individuel. Donc, lorsque vous avez une SARL, ça veut dire que chaque actionnaire, si vous avez 5 actionnaires, et chaque actionnaire met 20%, chaque actionnaire a 20% de responsabilité dans l'entreprise. Donc, vous voyez que c'est une répartition assez équilibrée, à la fois des responsabilités, du pouvoir et même du management. Mais c'est une gestion collégiale aussi. Parce que vous savez, on part du principe que la gestion de l'entreprise doit être une gestion collégiale. Ne plus être dans une gestion un peu autoritaire, etc. Et que vous devez écouter davantage vos associés. Parce que si l'entreprise coule, leur argent va couler également. C'est ça. Et donc, ça permet au moins de créer une sorte de brainstorming permettant, n'est-ce pas, à chaque associé de donner son mot à dire. Et ces associés-là, l'avantage, c'est qu'ils feront partie, n'est-ce pas, du conseil d'administration. Ils auront à défendre les mêmes intérêts que vous. OK? Alors, l'autre aspect, c'est que quand l'entreprise a des difficultés, les dettes de l'entreprise seront évaluées en fonction de la responsabilité de chaque actionnaire. OK? Vous voyez un peu? Donc, il y a plein d'avantages et que souvent même, quand l'entreprise a besoin d'argent, on peut utiliser le compte d'associés. C'est-à-dire les associés vont mettre à la disposition de l'entreprise de l'argent et cet argent-là n'est remboursable qu'à la fin. Lorsque l'entreprise aura plus de visibilité financière. Il y a plus d'avantages, en tout cas si vous pouvez faire une SARL. Mais je comprends un peu la préoccupation de certains. J'ai mon idée, je l'ai développée, j'ai mûri cette idée pendant une année. Je n'ai vu personne, donc je n'ai pas partagé quand même l'actionnariat avec nous. C'est la compréhension qu'on peut avoir. Et ce n'est pas à tort, hein? Mais il faut penser plus tard à avoir une mutation et de passer d'une société individuelle à une société SARL. Lorsque déjà votre entreprise commence à avoir une croissance. Parce que quand l'entreprise croît, l'entreprise n'est plus quand même le bien de l'entrepreneur. C'est un bien collectif. Et l'État va être regardant, les clients vont être regardants, les fournisseurs vont être regardants et tout le monde va être regardant. Oui. Allez-y. Une question en ligne? Oui, en ligne, oui. Il y a M. Sek qui suit depuis Richardson. Oui. Donc il voudrait savoir, dans le cadre d'une entreprise individuelle, donc il dit au cas où son créateur décède, est-ce qu'il peut y avoir une continuité par d'autres personnes? Oui, il peut y avoir un repreneur. Hein. Maintenant, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Maintenant, dans la plupart des entreprises individuelles,
c'est assez arrimé, n'est-ce pas, à une famille ou même à un proche. Maintenant, il peut y avoir un repreneur proche, tel que la famille, mais dans le cas contraire, vous savez, la transmission va être faite sur le marché. Mais il y a bien quand même une possibilité pour un repreneur au sein de sa famille quand même le prendre. Mais ils seront en respectant bien sûr les règles de transmission. Parce que la transmission peut être totale ou partielle. OK? Quand l'entrepreneur décède, on peut avoir une transmission partielle. C'est-à-dire, sa famille peut libérer une part et chercher une autre gérance en maintenant quand même des parts. Comme il peut y avoir une transmission totale. La transmission totale, c'est le fait carrément de chercher quand même un autre repreneur, au sein de la famille ou ailleurs. Mais c'est ça le dommage également, lorsqu'on ne prépare pas l'entreprise, n'est-ce pas, à une transmission. Vous savez, je me rappelle quand on était à la chambre de commerce, j'avais un peu proposé une étude sur la transmission des entreprises familiales. Vous savez, personnellement, moi, j'avais à rencontrer de grands chefs d'entreprise au Sénégal, hein, je ne vais pas citer les noms, mais qui vous disent, est-ce que vous pensez à votre succession, à votre transmission de votre entreprise, mais ils vont vous regarder les yeux ouverts. Alors, c'est un tabou au Sénégal, la transmission. C'est comme si vous posez la question à une personne, c'est comme si vous voulez que la personne meure. Alors que ce n'est pas ça. La conception qu'on doit avoir de l'entreprise, c'est que l'entreprise a une vie. L'entrepreneur a une vie aussi. Et souvent, on dit que l'entreprise a une durée de vie de 19 ans. Mais qui peut nous garantir que le chef d'entreprise peut vivre, n'est-ce pas, au-delà de son entreprise? Non. Donc, d'où la question ou la solution de pouvoir toujours préparer quand même la succession. La succession, effectivement, peut être faite au sein de sa famille, s'il y a quand même des ressources techniques qui peuvent le faire, mais sinon, on est obligé quand même de chercher un repreneur. Et ça, ce qu'on appelle la transmission totale. Je l'aborde juste dans la classification, mais il y aura un module spécifique qui va revenir sur les démarches administratives. Hein. OK? Tout à fait. Voilà. Merci. Donc, pour les entreprises de personnes sont classées, on a dit les GIE, les sociétés en nom collectif. Hein. Alors, il faut savoir qu'ici, c'est souvent des sociétés qui sont composées pour l'essentiel des membres d'une même famille. Donc, c'est un bloc. Un bloc, c'est-à-dire c'est le cas quand même des sociétés immobilières commerciales, vous les voyez, non? Voilà, où maintenant on prend toute une famille qui va quand même gérer quand même qui va faire la gérance par rapport aux biens immobiliers. Alors l'avantage c'est qu'ici, il y a un bloc, ce n'est pas une responsabilité individuelle, mais c'est une responsabilité unique. Hein? Unique. C'est-à-dire, les membres sont considérés comme une seule famille. OK? Voilà. Donc ça aussi, il faut savoir que c'est possible quand même de pouvoir le créer. C'est surtout dans le domaine de l'immobilier. Hein. Lorsque vous avez beaucoup d'immeubles, etc., et que le père de famille veut que sa famille gère quand même ce potentiel-là, il peut proposer ce qu'on appelle la société en nom collectif. OK? C'est ce qu'on appelle les sociétés immobilières collectives. Oui? Je disais tout à l'heure. Oui. Mais non, dans l'exemple que je vais donner, oui. Par exemple, moi, j'ai créé mon entreprise. Oui. J'avais prévu de faire ça comme une société unipersonnelle à responsabilité limitée. Oui. Maintenant, dans l'entreprise, si ça se développe, il y aura aussi des filiales. Maintenant, est-ce que ces filiales-là seront obligées d'être enregistrées sur le même statut ou bien... Ailleurs ou non? Oui, ou bien il faudrait que les filiales de l'entreprise soient aussi enregistrées sur une autre statut juridique? Alors, tout dépend du type de contrôle que vous aurez à développer. Vous savez, il y a deux types de contrôle. Il y a ce qu'on appelle le contrôle partiel et le contrôle total. Alors, lorsque la multinationale est là, le groupe est là. Je vous pose la question, est-ce que le groupe est là? Pour mon entreprise? Oui. Oui. C'est déjà mis en place. En place. Et vous voulez vous déployer où? Hors du territoire national? Oui. D'accord. Alors, il faut savoir qu'il y a de fortes chances qu'on vous demande d'immatriculer un peu les filiales, n'est-ce pas, sous un nom quand même, voilà, un autre nom, parce que la filiale va évoluer, n'est-ce pas, dans un environnement fiscal assez différent. OK? Mais ne vous inquiétez pas.
Par exemple, le nom du projet, c'est Widil. Oui. Maintenant, c'est un site de e-commerce, comme Jumia et autres. Oui. Maintenant, il y a aussi des filiales comme quand je vais... Widil, c'est une entreprise qui va vendre des produits généralistes. Oui, je vois. Maintenant, quand il faudra spécialiser pour vendre que des aliments, par exemple, je vais appeler ça Widil Food. Oui. Est-ce que, par exemple, maintenant, pour vendre des voitures aussi, je peux appeler ça Widil Car? Oui, donc, en fait, il n'y a pas de problème si vous êtes dans le même territoire fiscal, il n'y a pas de problème. C'est ce que je suis en train de vous dire. Par contre, si vous détachez de l'environnement fiscal, vous êtes obligé quand même de créer une autre reconnaissance juridique. Parce que maintenant, il n'y aura pas de problème parce qu'en fin d'année, il y aura ce qu'on appelle une consolidation comptable. C'est-à-dire si les entreprises vont évoluer dans un autre environnement fiscal, ça peut être par exemple Guinée-Conakry, Guinée équatoriale par exemple. Vous êtes obligé de créer dans ce pays-là une filiale qui va être reconnue comme une entreprise, n'est-ce pas, filiale de votre groupe. Maintenant, qu'est-ce qui va lier votre filiale à votre groupe? C'est que en fin d'année, la filiale va faire une remontée de dividendes. OK? Mais on va considérer que c'est une filiale autonome. Par contre, si vous êtes dans le même territoire fiscal, il n'y a pas de problème. Hein? Vous pouvez juste considérer qu'ici, c'est des filiales qui appartiennent, n'est-ce pas, à un groupe mère qui est, n'est-ce pas, qui est le vôtre. OK? Voilà. Mais si c'est d'autres territoires, vous êtes obligé quand même d'avoir une création, n'est-ce pas, autonome de filiales. OK? D'accord. Voilà. Alors, la société de capitaux, c'est le cas qui va demander plus de moyens. Oui, allez-y. Oui, allez-y. Est-ce que dans une entreprise, il est possible d'avoir deux filiales dans la même entreprise, dans le même pays? Mais ces filiales-là appartiennent à un groupe. En fait, j'ai vu ça à Sabodala Gold. Oui, appartiennent à un groupe. Comment? Ces filiales appartiennent à un groupe. Parce que vous voyez dans l'architecture quand même des filiales, vous savez, la filiale, on l'appelle les enfants. Le groupe, c'est la mère. Vous voyez un peu? Que voulez-vous dire par groupe? Le groupe, c'est l'entreprise, non? C'est la société mère. La société. Qui enfante un peu les filiales. Vous voyez un peu? D'accord. Donc c'est bien possible. C'est possible dans le cas où les deux filiales ne font pas... les mêmes activités. Oui. Ça, c'est la diversification, le portefeuille. Et même dans le cas des holdings, c'est ça. Vous connaissez les holdings? Les holdings, voilà, vous pouvez voir une holding qui est une société mère, mais qui a quand même développé un portefeuille d'activités. C'est ça. Holding est dans une dynamique de ce qu'on appelle diversification. Tant qu'on est dans le même pays, il n'y a pas de problème. Mais dès l'instant où vous changez de territoire fiscal, attention, vous êtes obligé d'immatriculer quand même la nouvelle filiale, n'est-ce pas, dans le territoire fiscal défini. OK? Voilà, oui. Comme vous dites, vous avez dit que les filiales, ce sont les enfants. Par exemple, les enfants doivent avoir aussi... Bon, en fait, c'est une façon de caricaturer. Hein? Comme par exemple, en droit foncier, par exemple, lorsque vous avez... On a un terrain de... Vous pouvez prendre le micro, s'il vous plaît. On a un terrain, par exemple, de 4 mètres carrés, qu'on a immatriculé TN 71 dans une raison donnée. Quand on veut après lotissement, il y aura, par exemple, d'autres terrains. Mais chacun de ces terrains aussi doit avoir leur titre foncier. Donc, par exemple, au niveau de l'entreprise, par exemple, il y a des filiales. Ces filiales aussi doivent être immatriculées et avoir aussi des statuts juridiques. Non, si vous êtes dans... C'est juste ici... En fait, la responsabilité juridique est plus quand même... est plus portée par la société mère, encore une fois. Par la société mère. OK? Encore une fois, lorsqu'on est dans le même territoire fiscal, il n'y a pas de problème. Mais dès l'instant... Parce que ce qu'on veut éviter, c'est la multiplicité des impôts. Parce que plus vous créez des filiales dans un même pays, plus il y aura une multiplication des impôts. Alors que si vous êtes dans un autre pays fiscal, c'est autre chose. Si vous êtes dans un autre pays fiscal, c'est autre chose parce que ici, on considère que l'entreprise n'est pas créée juridiquement. Et donc, vous êtes obligé de créer, n'est-ce pas, l'entreprise comme une filiale. OK? Mais dans un même pays, fiscalement, vous êtes obligé quand même d'avoir une seule immatriculation. Il y a la société mère, mais il peut y avoir beaucoup de filiales. Là, la loi vous autorise ça. OK? Maintenant, c'est la société mère qui va engager sa responsabilité juridique dans tout. OK?
Sinon, vous êtes tenté d'avoir une multiplicité d'impôts en fonction des filiales ou des activités. Oui. Oui. Oui, on fait ça et puis ce qui me permettra de... Bon, j'espère que j'aurai le temps de faire mon étude de cas là, où vous allez pouvoir le faire chez vous et demain on corrige. Hein? Oui. Oui. Allez-y, allez-y. Mais ne vous inquiétez pas, on va y... Je veux savoir la différence qui existe entre une filiale et une succursale. Une filiale et une succursale. Alors, il n'y a pas trop de différence. Hein? Bon, c'est des termes un peu consacrés. Une filiale, encore une fois, ça vient toujours de la mère. Une succursale peut être, n'est-ce pas, dans... je vous donne l'exemple quand même de... une succursale, pas forcément... C'est pas une société mère qui le... Une entreprise peut avoir une succursale commerciale quelque part. Alors que quand on parle de filiale, c'est parce qu'il y a la société mère ou le groupe qui a un peu déployé quand même, n'est-ce pas, ses activités dans plusieurs domaines. Alors, il faut savoir que dans la filiale, tel que nous le concevons, la filiale est déployée de façon géographique. Mais rien ne vous empêche, dans un même territoire, c'est-à-dire à Dakar, une banque peut avoir plusieurs succursales. Vous êtes d'accord? Ce que nous entendons par agence, c'est succursale. Je vous donne l'exemple. Une banque peut avoir plusieurs succursales dans un territoire, c'est-à-dire c'est les agences. Alors qu'une banque peut être filiale d'un groupe. Je me fais comprendre? Je ne cite pas de banque parce qu'on nous interdit de citer. Peut y avoir une banque française qui est implantée au Sénégal et pourtant qui est filiale d'un grand groupe qui se trouve au siège. Et cette même banque qui est au Sénégal peut avoir des succursales au Sénégal. C'est des enjeux. C'est ça. C'est juste, il y a une petite nuance, mais les gens font cette différence-là. Mais quand même, il y a une petite nuance. C'est bon? Oui, dernière intervention. Les charges. Les charges, oui. Voilà, que devront supporter les SARL. Voilà, pour une SARL, donc c'est 100 000 francs. Avant, c'était 1 million. L'État a fait beaucoup d'efforts pour un peu encourager la création de SARL. Donc, il y a 100 000 francs qu'il faut supporter en frais de constitution d'une SARL. Maintenant, au-delà de ça, pardon? Oui, les frais de notaire, il faut les ajouter parce que ici, c'est des frais de constitution. Maintenant, les frais de notaire, il faut les intégrer. Vous savez, les notaires ont des barèmes. Parce que les 100 000 francs, c'est le capital à libérer, encore une fois. OK? Mais en ce qui concerne la fiscalité et autres. Alors, la fiscalité, maintenant, il faut savoir que quand vous avez une SARL et que vous ne faites pas de résultats, il y a un impôt forfaitaire à payer par an. C'est 500 000. OK. Ouais, forfaitaire. Hein? 500 000. Parce qu'on sait qu'il y a quelque chose qui est caché quand on déclare SARL, alors qu'on a un potentiel. Donc l'État a tellement vissé les choses que quand vous ne faites pas de résultats, vous allez payer, n'est-ce pas, un impôt forfaitaire de 500 000 minimum. Ouais. Minimum. Donc ça veut dire que la fiscalité dépend d'une part aussi du chiffre d'affaires qu'on fait. Oui, mais le minimum, c'est que même si vous ne faites pas de résultats, le minimum c'est 500. Vous voyez donc vous n'avez pas le droit donc de dire que vous ne supportez pas. Maintenant, lorsque maintenant vous dépassez quand même la nullité, lorsque vous faites un résultat, il y a une proportion qui vous est imputée, quoi. OK? Donc je pense que c'est entre 40 et 50%. Okay. Mais la fiscalité se fait de manière annuelle ou non? Oui, annuelle, oui. Ah, voilà. Annuelle, déclaration annuelle. OK? Mais même si vous ne faites pas de résultat, forfaitaire 500 000. OK. Alors, anonyme, anonyme, vraiment, je vous le souhaite, 10 ans, 15 ans. Société de capitaux, vraiment, c'est l'idéal. Toutes les grandes entreprises que vous voyez, c'est des sociétés de capitaux. Alors, sauf que ici, le capital à libérer, c'est 10 millions. OK? 10 millions. Et ici, c'est quand même le type de société qui est beaucoup imposé. Parce qu'en fonction quand même de la valeur ajoutée qui est dégagée ou du résultat net qui est dégagé.
Ok? C'est des sociétés quand même qui sont très robustes financièrement. Et du point de vue quand même de la législation, c'est vraiment le cas des grandes entreprises, quoi. Ok? Qui ont quand même des caractéristiques assez importantes. Alors, lorsqu'on parle de sociétés de capitaux, on sort vraiment du cadre des paiements. Ok? C'est des sociétés vraiment qui ont tendance à développer beaucoup de potentiel financier. Okay. Même pour être coté en bourse, il faut avoir une SA. Et vous ne pouvez pas être coté en bourse si vous avez une SARL. Vous voyez un peu? C'est pour vous montrer l'importance même de la capitalisation boursière lorsque vous êtes SA, oui. Vous venez de dire que pour être coté en bourse, il faut être SA. Oui, c'est l'une des exigences. Alors, l'une des exigences, parmi 7 ou 8 exigences. Parce que j'ai vu une entreprise qui est cotée en bourse, à la bourse de Toronto, alors que... c'est Toronto, vous dites? Oui. Je vous parle de la BRVM ici. Ah, d'accord. Cette entreprise-là... Non, je parle de la BRVM. Maintenant, chaque bourse a des spécificités. Vous savez, il y a même des bourses qui ont tendance à accepter les startups. Si vous allez en France, par exemple, ou aux États-Unis, il y a des bourses qui ciblent que les petites entreprises. OK? Mais dans la BRVM actuellement, la première exigence pour être coté en bourse, c'est être SA. Vous ne pouvez pas être coté en bourse si vous êtes SARL. C'est interdit. Deuxième chose, il faut avoir une capitalisation boursière qui peut tourner entre 250 millions et 500 millions. Capitalisation boursière, c'est les capitaux permanents. OK? Troisième exigence, il faut libérer une partie de votre capital en tant que société de capital, oui. Est-ce qu'une SA peut avoir une filiale qui est SARL? Il faut savoir que tout dépend de ce que vous... Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce que ici, vous créez quand même ce qu'on appelle une confusion quand même de rôle entre les responsabilités limitées des actionnaires et les responsabilités au niveau des SA. C'est pas possible. Okay? C'est comme si vous revenez en arrière là. C'est pas possible. Question Très bien. en ligne? Oui, en ligne, oui. Il y a Mohamed Dia qui vous suit depuis le Canada. Oui, je suis Canada. Donc il dit dans le cas d'une holding, si une filiale contracte des dettes, est-ce qu'elles sont automatiquement des dettes de la holding mère, ou il y a une indépendance? Est-ce que, oui, est-ce qu'il y a une indépendance dans... Je répète? Oui, allez-y, répétez. Oui, en fait, il dit dans le cas d'une holding, s'il y a une filiale qui contracte des dettes, est-ce qu'elles sont automatiquement des dettes de la holding mère, ou il y a une indépendance? Tout dépend du pourcentage de contrôle. Il y a ce qu'on appelle le contrôle total. Dans ce cas, si la holding contrôle à 100% la filiale, donc elle reste bien sûr solidairement engagée dans le remboursement de cette dette-là. Par contre, si le contrôle est partiel, donc le remboursement de la dette est proportionnel, n'est-ce pas, à la responsabilité, n'est-ce pas, de chaque partie dans cet actionnariat-là. C'est ça, hein? Parce qu'il y a deux types de contrôle. Il y a ce qu'on appelle le contrôle partiel et le contrôle total. OK? Oui, moi, j'aimerais savoir, puisque vous nous avez suggéré de commencer par les entreprises individuelles et après d'en venir sur les entreprises sociétaires. Maintenant, lorsqu'on commence par une entreprise individuelle et qu'on vient pour faire des entreprises sociétaires, du point de vue rémunération, est-ce que c'est nous qui allons fixer les rémunérations ou bien du point de vue juridique, ceci a des classifications? Alors, il faut savoir que quand vous êtes, on l'avait posé tout à l'heure, quand on est seul, on peut se permettre de fixer n'importe quel montant de rémunération. Alors que quand maintenant vous êtes à société responsabilité limitée, attention, chaque actionnaire a son mot à dire. Hein, a son mot à dire parce que c'est proportionnel, n'est-ce pas, à leur responsabilité dans l'entreprise et ils n'accepteront pas du moins n'importe quoi dans la fixation de ces rémunérations. Donc ça veut dire que les gens seront plus vigilants en SARL dans la fixation des rémunérations que lorsqu'on est en société individuelle. Lorsqu'on est PDG, on peut se permettre de faire du n'importe quoi. Mais lorsque déjà on perd le contrôle du PDG, maintenant,
il y a une responsabilité qui est limitée, n'est-ce pas, à la part de chaque sociétaire. OK? On a vu le cas, je ne vais pas citer une entreprise internationale, marque de voiture, où le PDG s'est permis de fixer des bonus extraordinaires. Hein. Bon, vous voyez, c'est parce qu'il est PDG. Voilà, donc on va rapidement... Bon, le cycle de vie d'une entreprise, hein, ça j'attire également votre attention hein, pour terminer ce point-là. Il y a le lancement. Le lancement pour vous, c'est la phase qui est actuelle chez vous. Hein. Le but c'est de combler un besoin du marché. Je le suppose. Hein, aviculture, TIC, tout ça, parce que vous voulez combler, n'est-ce pas, un besoin du marché. OK? Alors, le problème je l'ai mis en rouge, la plupart des entreprises ne survivent pas 5 ans. Attention donc à ça. C'est parce que le business plan est mauvais, parce qu'il y a des problèmes de financement, c'est parce qu'il y a des problèmes de management ou d'orientation. Donc attention, la phase de lancement, c'est une phase critique. C'est la phase la plus importante. C'est comme dans une course de moto ou une course d'athlétisme. Hein. Lorsque le départ est faussé, on n'arrivera pas en première position. La phase de croissance, ici, c'est des nouveaux défis hein, pour vous. Parce que c'est là où maintenant vous commencez à marcher et qu'on grandit. Alors, on peut même se permettre de recruter des dirigeants ou même du personnel complémentaire. Alors, c'est une phase également à gérer avec beaucoup de philosophie. C'est-à-dire qu'il faut avancer avec la tête haute. Parce que la phase de croissance, c'est une phase où vous aurez beaucoup de mutations. Les mutations du point de vue technologique, du point de vue des ressources humaines, du point de vue d'orientation, et même vous pouvez vous permettre, n'est-ce pas, du point de vue stratégique. Alors, dans cette phase, une entreprise peut-être qui était implantée au Sénégal peut se permettre d'aller, n'est-ce pas, au Mali, en Guinée, etc., en Gambie, etc. Et cette mutation-là va créer même une mutation culturelle. OK? Cette mutation-là va vous faire supporter un certain nombre de coûts avec de nouveaux défis et vous aurez peut-être besoin d'augmenter vos moyens techniques et financiers. Alors la phase maturité, alors presque toutes les entreprises ne survivent pas à cette troisième génération. Pourquoi? La maturation. Pourquoi selon vous? Exactement. Vous voyez un peu tout à l'heure, on avait, bon, je reviens sur ça, on avait un peu montré un peu ce cycle de vie. Vous voyez un peu la maturité. Après la maturité, il faut vraiment penser au redéploiement. Si vous ne le faites pas, vous serez dans une situation de déclin. OK? Donc, ce qui veut dire qu'il est important, lorsque vous êtes dans cette phase de maturité, de renforcer vos efforts pour être dans l'innovation, pour être également dans le redéploiement efficace. Malheureusement, si vous ne le faites pas, on vous a dit, cette entreprise-là faisait beaucoup de chiffres d'affaires. Actuellement, il a licencié. Ou elle a licencié. C'est parce que, voilà, ça ne marche pas. Ces temps-ci, vous avez entendu une entreprise qui évolue dans le domaine des BTP, qui a procédé à des licenciements. Ça, je ne cite pas, mais c'est ces cas-là. Pourtant, c'était des fleurons de l'économie. Fleurons de l'économie. Après, le problème, c'est que si on est en phase de maturité, c'est là où on doit être très vigilant. OK, donc il y a deux phases critiques, si on veut récapituler. Il y a la phase de lancement et la phase de maturité. La phase de croissance, c'est normal, l'enfant commence à grandir, et il va se faire des amis, etc. Il va avoir des caprices, mais c'est quand il sera adolescent, c'est là où il est beaucoup plus capricieux. L'adolescence est un âge de caprice pour l'enfant. OK? Le bébé, c'est d'accord, il faut le surveiller. La croissance, c'est la transition. Maintenant, la maturité, c'est là où, quand il commence maintenant à grandir. Hein. OK? Il y a beaucoup de caprices. Voilà, donc on va juste prendre quelques minutes, les gens fixent ça, et puis demain, on va revenir sur ça
On fera 30 minutes d'étude de cas. Alors, je veux que par rapport à tout ce qu'on a vu aujourd'hui, il faut que chaque entrepreneur qui est là puisse quand même réfléchir. Ça peut être individuellement ou collectivement, aux questions qui sont posées. Quel est le type d'organisation que vous envisagez de mettre en place? GIE, entreprise individuelle, ONG, etc. Deuxième question, classez votre entreprise en fonction de son activité, selon le secteur ou selon son importance. Et il faut que chaque entrepreneur puisse me donner son opinion, ok, là-dessus. On aura peut-être 30 minutes à prendre pour un peu... Alors, quelle structure organisationnelle vous envisagez? Alors, pour la fonction administrative, est-ce que vous aurez plus un management de proximité ou est-ce que vous aurez plus un management de haut niveau? On en a parlé ce matin aussi. Et je veux également voir pour chacun d'entre vous les 3 qualités. Citez 3 qualités que vous avez en tant que manager et qui pourront constituer des facteurs clés de succès pour votre entreprise. Allez-y. Est-ce que je pourrais revenir sur une question? Oui, allez-y, bien sûr. C'était par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur le contrôle total et partiel. Parce que je suis à peu près à ce niveau-là. J'ai déjà une filiale qui a été déjà mise en place et disponible. Maintenant, je voulais savoir, au moment de faire sur le truc là, partiel ou total, à quel moment on régit ça? On régit ça sur l'entreprise mère ou bien sur les textes de l'entreprise? Alors, il faut le mettre dans les statuts déjà. Hein? Dans les statuts. Parce que si vous voulez changer le... si je comprends bien, vous êtes dans la phase de création de la filiale. Ça a été déjà créé. Ça a été déjà créé. En même temps que la filiale aussi. Normalement, ça devait être prévu dans les statuts. Hein? Normalement, dans les statuts. Actuellement, vous êtes seul actionnaire. Hein? Oui. C'est la raison pour laquelle il y a moins de vigilance sur ça. Mais ce que je vous suggère, c'est d'intégrer ça rapidement dans les statuts. Comme ça, s'il y a un autre associé qui va venir, il saura que déjà, il y a 70% ou 80% de contrôle partiel ou total, n'est-ce pas, sur l'entreprise, n'est-ce pas, filialisée. OK? Parce que si vous ne le mettez pas, ça peut créer une confusion même au niveau, n'est-ce pas, des associés. OK? Voilà. Ça, je vous le suggère de l'intégrer dans les statuts. D'accord. OK? Parce que les statuts déclinent un peu la feuille de route, par rapport même à la forme juridique, par rapport au fonctionnement juridique même de l'entreprise. Exactement. OK? Il faut l'intégrer dans les statuts. D'accord. Donc, je propose que demain, Inch'Allah, on revient sur ça. Bon, demain matin, il y aura deux choses avant qu'on voit le reste. On va faire le débriefing, c'est-à-dire je vais prendre 10 minutes pour que les gens disent un peu ce qu'on a vu. Okay? Ensuite, on enchaîne sur l'étude de cas. Parce que demain, il y a une partie une partie colossale, c'est l'environnement. Il faut qu'on voit un peu l'environnement et on a également une étude de cas sur Nike, le cas de Nike. Et on doit aboutir même aux études de veille. Alors, donc demain aussi, avant la fin, je vais vous demander à chacun d'entre vous de me faire le travail de veille. Hein. Bon, ça aussi, j'insiste beaucoup sur ça. Donc chaque groupe aura... Voilà, chaque groupe, donc ça, on va le voir demain. Hein. Donc, il vous est demandé une veille sur votre secteur d'activité en répondant aux questions. Donc, il faut se préparer à ça. Hein. Ça, vous allez me le présenter le mercredi aussi. OK? Les indicateurs clés chiffrés sur votre secteur, chiffre d'affaires, quels sont les leaders de votre secteur, quelles sont les opportunités de votre secteur et quelles sont les menaces. Mais ça, on va y revenir. Hein. Bon, vous pouvez commencer à le faire déjà, mais... Le cas numéro 1. Ah, excusez-moi, apparemment les gens étaient en train de... Hein? Ah, ils n'ont pas encore... C'est bon? Non. D'accord, étude de cas, oui, je vais revenir. C'est bon? Voilà, donc il faut que chacun réfléchisse sur ça. Hein.
la nuit, donc demain, on aura un débriefing à faire, quoi. Parce que ça va vous préparer un peu plus tard à l'élaboration du business plan. Ces éléments-là sont importants à mettre. Donc voilà, bon repos et bonne soirée à tous.